Avant de prêcher la bonne parole écologiste, je pense que chaque personne devrait s'arrêter puis se poser des questions. Puis on est tous différents, on ne prendrait pas nécessairement tous les mêmes chemins, mais je pense que ça ferait vraiment du bien à la société de revoir ses objectifs. Ouais. Nos gestes individuels et isolés sont très très bien, mais ils doivent passer au niveau collectif, sinon il n'y a pas de vrai changement. Je crois que c'est vraiment le temps d'agir pour vrai. Ça fait quand même depuis la Deuxième Guerre mondiale que les gens sont déjà plus conscients de comme des atrocités que l'homme peut faire. Je crois que c'est temps qu'on agisse pour vrai. Hein. Il y a beaucoup de monde que je connais ou que je vois qui sont vraiment tournés au profit. On fait de l'argent, je veux avoir ma maison, il faut une auto, puis après je suis bien. J'ai ma femme, puis je suis bien. Puis puis eux, c'est, peut-être qu'à partir de là, je pourrais m'impliquer. Parce que quand je vais être rendu là, je vais être confortable, puis peut-être que là, je pourrais faire quelque chose. Mais en ce moment, c'est, non, il faut que je fasse de l'argent, j'ai besoin d'argent. Ça me déçoit parce que je veux pas dire que je sais que ça, c'est pas le bon chemin, mais j'ai constaté que, personnellement, je sais que ça m'amènerait pas le bonheur à être riche puis avoir tout ce que je veux. Puis j'ai constaté par d'autres exemples qu'un jour, ils vont réaliser que ils vont jamais être satisfaits, ils vont toujours vouloir plus. On a besoin de consommer certains biens essentiels, certaines ressources essentielles qui nous permettent de vivre. Cependant, le problème, c'est qu'est-ce qui est superflu en fin de compte? Qu'est-ce qui est complètement accessoire à la vie? Et c'est là la question des choix. Il faut se poser des questions des choix sociaux. Des choix sociaux qui font en sorte que la surconsommation est devenue la consigne principale, implicite ou explicite, de ce type de société, la surconsommation. On a des besoins qui sont créés, qui sont fabriqués, qui sont construits par les modèles. Ce n'est pas vraiment des besoins. Nos problèmes ici dans notre société, nos maladies par exemple, c'est des maladies de civilisation, c'est des maladies de surconsommation. Et ailleurs dans le monde, bien, c'est des maladies de sous-consommation. Alors, je pense que ça serait logique à ce moment-là qu'on nivelle un peu les choses et on serait mieux de moins consommer, puis eux seraient mieux de plus consommer et tout le monde serait plus heureux. Mais c'est pas ça le système actuellement parce que notre système repose sur l'enrichissement et on valorise tellement l'argent, tellement ce que l'argent peut nous apporter que c'est s'enrichir à tout prix. Il n'y a plus d'éthique dans notre monde finalement. Et c'est grandement temps qu'on change cette société-là. Quand on regarde l'humanité puis où est-ce qu'elle s'en va, tout ça, je trouve qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Puis je trouve que c'est là que l'écologie s'impose. À un moment donné, on réalise qu'il y a un non-sens à plein de créations qu'on fait, à plein de buts factices comme l'argent, tout ça. Puis l'écologie, je trouve que ça vient carrément s'opposer à ça. C'est carrément une reconsidération de notre rapport avec la nature, du but de la vie, de retrouver les besoins fondamentaux, l'alimentation, boire, se mettre un toit sur la tête, tout ça. Fait que moi, c'est beaucoup plus ça, ma perception de l'écologie, que acheter une paire de souliers biodégradables, genre, ce qu'on essaie de nous faire croire. La consommation de notre société repose sur l'exploitation de l'ensemble de la planète. Hein? Quand on parle de l'empreinte écologique, par exemple, quand on dit que nous, on a une empreinte qui est très grande, on occupe beaucoup d'espace par notre consommation.
Les pays du Nord, où les sociétés très industrialisées, très occidentales, consomment beaucoup, consomment trop, puis vont accaparer beaucoup de biens aussi, et ils vont gaspiller beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nos pays du Sud, que ce soit l'Asie, l'Afrique ou l'Amérique latine, ce sont des populations qui n'ont pas accès à ces ressources, qui consomment moins, mais des fois on est un peu les dépotoirs des pays du Nord. Une erreur, ce serait de prétendre aborder les problématiques environnementales, dont la problématique énergétique, sans considérer les problématiques sociales. Parce que finalement, ce sont des choix sociaux, ceux qui ont déterminé, qui ont articulé, qui ont modelé notre rapport à la vie, notre rapport aux richesses naturelles ou bien aux biens communs, comme certains peuples l'appellent. Les pays du Nord, grâce à des accords internationaux inégaux, ont le pouvoir de profiter dans les pays du Sud aussi. Mais les gouvernements du pays du Sud ont une responsabilité aussi, parce que des fois, ce sont des gouvernements où il y a beaucoup de corruption. Donc, ces gouvernements signent l'accord et permettent que les gens du Nord viennent. Donc, ce n'est pas juste le Nord qui est responsable, c'est kiff-kiff de responsabilité. Les compagnies minières canadiennes qui s'installent dans les pays du Sud, qui arrivent, qui vont polluer l'eau, la terre, qui vont faire que les gens se déplacent, tout ça, il y a des impacts sur l'environnement. L'eau va être polluée, contaminée, tout le monde a besoin d'eau pour vivre. La terre est plus possible de la cultiver, donc on ne peut plus vivre de la terre. On va déplacer les paysans. Et tous les déplacements qu'on va faire, ça suscite aussi la migration et la migration de masse. Des gens qui sont affectés, mais profondément dans leur vie, a été complètement transformée par ces projets miniers qui se disent une clé de progrès, mais qui s'avèrent un désastre pour les communautés, qui transforment complètement leur vie. C'est en fait des projets qui vont extraire des entrailles de la terre, ce qu'il y a de plus précieux, puis qui s'en va ailleurs pour bâtir, pour faire quoi? Pour faire des bijoux, pour faire des pièces cellulaires, pour faire des pièces d'ordinateur, pour qui? En fait, quels sont les bénéfices qui vraiment y restent dans ces lieux minimes? Donc, tous ces impacts, toutes ces conséquences vont faire qu'il y a un déséquilibre naturel dans la planète. Donc, si les pays du Nord continuent à consommer et à gaspiller, on aura besoin de 9 planètes pour que les gens du Nord puissent avoir leur mode de vie. Depuis, grosso modo, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on rentre dans une période qu'on appelle celle de la modernisation de l'agriculture, partout en Occident. Et c'est un modèle occidental, donc l'Europe, l'Amérique du Nord, et le Japon. Et c'est un modèle qui s'est exporté partout dans le monde. Auparavant, l'agriculture et l'alimentation, c'était relativement simple. C'était un circuit assez court. Donc, il y a des agriculteurs qui produisent quelque chose et ils vendent directement le produit agricole ou bien le produit est transformé par une petite industrie, une laiterie, une fromagerie, une boucherie, et ensuite il est vendu. L'agroalimentaire, le modèle industriel en production de l'agriculture et des aliments, ça va rallonger la chaîne. Maintenant, il y a des grosses industries avant l'agriculture. Après ça, tu as l'agriculture. Et ensuite, tu as plusieurs industries après l'agriculture. Ça, c'est ce qu'on appelle l'agroalimentaire. Donc là, tu as des vendeurs qui vont vendre à des entreprises qui vont transformer, qui vont revendre à d'autres entreprises qui vont faire une deuxième transformation, qui, elles, vont vendre à des supermarchés, qui, elles, ensuite, vont vendre à des consommateurs. Et dans cette partie de chaîne-là, c'est l'industrie, vraiment l'industriel, donc les grosses machines, les grosses usines qui rentrent en compte. Une des dimensions extrêmement importantes aujourd'hui, c'est que les produits agricoles ne sont pas consommés dans la région où ils sont produits. C'est très, très rare.
En moyenne, au Canada, on dit qu'un aliment consommé, par exemple au Québec, a voyagé 2500 km, je crois. Les énergies fossiles sont aujourd'hui probablement l'élément déterminant de l'agriculture. C'est pour ça, c'est à cause des énergies fossiles que le prix de la bouffe augmente ou descend. Avec le modèle agricole qu'on a là, on ne peut pas en sortir. Parce que du jour au lendemain, si un agriculteur décide « OK, moi, je lâche mon tracteur, je mets plus d'engrais chimiques, puis je mets plus de fongicides ou d'herbicides », le pauvre agriculteur va faire faillite. Parce que son modèle agricole, ce qu'il a vécu dedans, la manière de produire, il ne sera pas capable de produire. Son rendement va diminuer de 3/4, de moitié, je ne sais pas quoi. Donc, ça prend une autre façon de produire. On peut le faire en réduisant beaucoup le pétrole. Et ça, c'est le modèle paysan, ce qu'on appelle en Amérique du Nord le modèle de l'agriculture biologique. Mais partout sur la planète, le modèle agricole chimique, mécanique, de plus en plus industriel, est implanté partout. Et tout ça, c'est pas pour culpabiliser les gens qui nous regardent, mais tout ça, ça s'en vient ici. C'est nous qui sommes les initiateurs et les bénéficiaires de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on décrit depuis tantôt. Un exemple qu'on vient de vivre quand même récemment, c'est de commencer à produire de l'éthanol de façon massive pour pouvoir alimenter nos automobiles parce que l'essence est trop chère, parce qu'on commence à voir la fin de l'essence. Donc, il y a une étroite relation entre la consommation et l'utilisation de l'énergie. Et des énergies qui sont, dans beaucoup de cas, dans certains cas, des énergies qui ne se renouvellent pas. C'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser sans tenir compte nécessairement qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. C'est le cas du pétrole. Je suis révoltée contre la culture automobiliste, donc la première chose que je fais, c'est que j'enfourche mon vélo à tous les jours pour me déplacer. Puis c'est merveilleux. En hiver comme été, on peut trouver un grand plaisir là-dedans. Ça demande une adaptation, mais en tout cas, tu te sens que tu te propulses toi-même, c'est tes jambes qui font que tu avances, puis c'est génial. Ah, c'est sûr que c'était extraordinaire à l'époque. Il faut se reporter. On n'anticipait probablement pas à l'époque les problèmes qu'on vit aujourd'hui ou qui sont associés à l'automobile aujourd'hui. Probablement pas. Parce qu'à l'époque, l'automobile, c'était vu comme une manière de quitter la ville. C'est une ville qui était plus polluée aussi. Alors qu'aujourd'hui, c'est paradoxal, c'est l'automobile qui contribue majoritairement à la pollution de la ville. Mais la ville était polluée, on voyait l'accès à la campagne, à la maison, au progrès. Non, ça avait toute autre connotation dans les années 50, 60, d'avoir accès à sa petite maison unifamiliale, son lot, son terrain, l'automobile, le frigo, la laveuse, la télé. C'était le progrès. C'était le développement, puis ça permettait aussi de quitter des zones qui étaient polluées, qui n'étaient peut-être pas agréables à vivre, qui étaient denses. Ce qu'on constate, par contre, 50 ans après, c'est que ces choix-là ont amené beaucoup de problèmes de santé, entre autres, puis ont entraîné une dégradation des centres-villes qui sont soumis à des fortes pressions de circulation automobile, un peu partout en Amérique du Nord. Malheureusement, l'automobile est un peu victime de son développement parce que c'est vrai que quand il n'y en a pas beaucoup, ça permet d'allonger les distances, puis c'est assez extraordinaire comme mode de déplacement. Là, ça permet d'aller beaucoup plus loin avec sa famille, dans une voiture, tout ça. Mais est-ce que c'est synonyme de liberté dans un milieu urbain où la majorité des véhicules convergent tous vers le centre-ville à l'heure de pointe le matin, puis où les gens sont pris dans la congestion sur les routes, les autoroutes? Je suis pas sûr que c'est synonyme de liberté. Puis en fait, une ville où les transports dépendent de l'automobile, là, les piétons qui habitent au centre-ville en souffrent beaucoup parce que l'air est pollué, parce qu'ils risquent de se faire frapper aux intersections, tout ça. Mais les gens qui habitent en périphérie et qui dépendent de l'automobile pour se rendre au centre-ville en souffrent aussi parce que les temps de déplacement s'allongent. Et puis, ça devient plus difficile même de se déplacer ou de se rendre à son travail dans des temps raisonnables. Puis en fait, c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui prennent des solutions à la pièce. C'est qu'ils disent, par exemple, on va avoir un véhicule vert, on va avoir une automobile verte qui ne pollue pas. Je suis désolé pour eux, mais une automobile qui ne pollue pas, là, quand elle frappe un piéton, elle écrase autant qu'un véhicule qui pollue. Alors, il faut prendre tout ça en compte quand on fait la planification des transports. Parce que du point de vue de la santé, les seules manières d'aborder ça d'une manière cohérente, là, c'est de viser à réduire les volumes de circulation automobile, au moins dans les centres-villes ou en direction des centres-villes, dans les villes denses. Parce que là, il y a d'autres modes de transport qui sont plus efficaces. Si on veut être cohérent, là, il faut viser à développer les infrastructures pour du transport collectif plutôt que l'automobile.
Même si on réduit la consommation d'essence d'un véhicule, si le nombre total de véhicules en circulation puis le volume global de circulation augmente, bien, on augmente la consommation d'essence totale. C'est ce qu'on observe au Québec, comme dans le reste du Canada ou dans bien des pays. La consommation d'essence, elle ne cesse d'augmenter. Puis même si on améliorait la performance des véhicules, en fait, pour l'instant, c'est toujours compensé par une augmentation de la circulation automobile. On ne réussit pas à réduire notre consommation d'essence. Globalement. Tu décides, la circulation augmente, n'arrête pas d'augmenter. Puis là, tu te poses la question, est-ce qu'il y a trop d'autos ou pas assez de rues? Puis là, ici, souvent encore, on décide qu'il n'y a pas assez de rues, donc on rajoute des rues puis des autoroutes. Dans un pays riche comme dans un pays en développement, il y a des villes, il y a des pays qui font le choix de développer le transport autrement maintenant. Avec tout ce qu'on sait, là, qui change un peu de paradigme, il y a des villes donc, qui détruisent les autoroutes, qui amènent les voitures au centre-ville. Et puis, à la place, qui vont développer des transports collectifs efficaces et voire même le rendre gratuit au centre-ville. Puis collectivement, ça ne coûte pas plus cher à tout le monde. En fait, tout le monde bénéficie de ça. Ne serait-ce que si on compte les coûts de transport qui diminuent, mais surtout, on évite énormément de coûts environnementaux liés à la pollution de l'air, par exemple, ou des coûts de santé. Alors, il y a des villes, comme par exemple à Bogota ou à Curitiba, où on a décidé d'allouer même juste une petite partie de l'argent qui aurait été attribué aux autoroutes, puis à la place de construire des voies réservées aux autobus. Bien, ça a permis, avec l'argent d'un projet autoroutier, de construire non seulement des transports collectifs, mais en plus, il est resté de l'argent pour des écoles ou pour d'autres formes de services publics. On peut faire autrement. On peut s'organiser autrement pour avoir moins besoin de consommation individuelle, pour répondre vraiment à nos besoins, pour répondre mieux à nos besoins, parce qu'il faut qu'on se pose des questions sur notre société. En fait, je vois beaucoup plus les solutions venir de la base, des individus qui peuvent se regrouper justement en communauté. Je donnais l'exemple de l'alimentation, de connaître d'où viennent ces légumes, de connaître comment ils ont été cultivés, d'entretenir des liens avec le fermier, tout ça, ça fait des liens de communauté, puis ça fait justement... En fait, ça crée des solutions collectives, mais je pense que ça vient beaucoup plus de là que de remettre les pouvoirs entre les mains de nos dirigeants politiques, tout ça. Je crois que ça a assez de limites comme pouvoir. Un éco-citoyen, c'est un être humain intègre. Un être humain qui a conscience de ses droits et de ses devoirs à l'égard des autres humains et non humains. Et donc un être humain qui a une notion de responsabilité par rapport à la vie. Et donc qui a une conscience des diverses dimensions de la vie. Dimensions sociales, politiques, culturelles, environnementales, spirituelle, etc. Moi, je crois beaucoup dans l'idée de décroissance économique. Présentement, on est dans une société de consommation, et même, je dirais, de hyper-consommation, où on se cherche des besoins à satisfaire, et ces besoins-là nous sont principalement révélés ou suggérés par la publicité. Les gadgets, tous les biens qu'on a, que dans le fond, ça sert juste à passer le temps ou comme c'est pas quelque chose de nécessaire pour l'homme ou pour l'humain, que ce soit pour survivre ou pour être heureux. Puis justement, la décroissance conviviale s'oppose à ça. Elle propose entre autres de recentrer nos besoins autour, notre vie autour de nos besoins vitaux, de chercher le bonheur dans ce qui est simple, la simplicité volontaire. Passer du jeu à nous, passer de l'individuel au collectif, parce que si la société est faite pour dire mes gestes, mes actions, mon monde sont importants puis sont suffisants. Non, c'est un collectif. Si on ne pense pas en collectif, on ne peut pas s'en sortir. Des gens qui n'ont eu rien, comme moi je prends l'exemple de Cuba. Moi, ma mère travaille beaucoup à Cuba, on voyageait souvent à Cuba. Puis les gens, ils vivent dans rien, ils vivent dans des maisons avec des murs, comme je ne veux pas dégrader ces gens-là, mais avec des trous, c'est vraiment la base. Puis j'ai jamais vu du monde aussi heureux que... Comme tu marches dans la rue, t'as envie de juste rire, puis t'as envie de... Moi, j'ai jamais vu ça ici, j'ai jamais vu ça. Juste, tu marches, tu vas dans la rue ou tu vas au dépanneur, tu vas acheter du jus, puis comme ça t'a fait ta journée, là. T'es juste... Puis comme moi, de constater ça, puis après, au secondaire, de constater que des gens qui ont
l'extrême opposé, que eux, au contraire, ils sont déprimés de la vie. Mais pour moi, j'ai tiré la conclusion que l'argent, ça n'amène pas le bonheur. Ouais, c'est important de ne pas perdre espoir, mais je sais pas jusqu'à quel point j'ai une réponse à ça. Honnêtement, comme... Je sais pas ce qui... Personnellement, là, je sais pas ce qui me pousse à... Je sais pas où est-ce que je prends mon espoir ou qu'est-ce qui me pousse à agir, à m'engager. À la base, c'est peut-être quelque chose de vraiment égoïste, dans le sens que j'éprouve du plaisir à être avec du monde qui ont des valeurs similaires aux miennes, qui sont utopistes, oui, pourquoi pas, genre le mot fait peur souvent, mais tant pis, genre s'il faut des rêveurs pour qu'il y ait des choses qui changent, ben tant mieux, il en faut. Je pense que l'espoir vient vraiment de l'intérieur. À partir du moment où est-ce que tu te poses des questions, c'est ça. Il faut vivre selon ses convictions parce que sinon, parce que c'est peut-être le but de la vie, je sais pas. Voilà.